Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux ce matin. J'espère que vous n'avez pas trop attendu sous la pluie. Le temps n'était pas très agréable ce matin. Alors, nous avons une matinée très dense avec des participants qui vont nous apporter beaucoup d'éléments que je remercie par avance. Donc, la première table ronde qui est déjà en place et les deux tables rondes qui vont suivre. Alors, le ministre Minir Majoubi va être avec nous, mais sous une forme dématérialisée. Donc, je pense que c'est un hommage à ses fonctions numériques. Il a été requis par un impératif gouvernemental ce matin, mais il va nous envoyer son message et vous l'entendrez à la suite de ma présentation. Alors, les sujets qui nous réunissent aujourd'hui sont au cœur du débat public. Le numérique, les plateformes, le big data, les algorithmes. Ce sont vraiment des thèmes qu'on entend chaque jour, particulièrement sous l'angle du droit de la concurrence, mais pas uniquement. Des problématiques distinctes, donc il faut bien clarifier les sujets, la protection du consommateur, la protection des données ou les problématiques plus politiques sont distinctes, mais il peut y avoir des éléments communs. Et chacune de ces problématiques est en plein renouvellement. Alors je vous donnerai un exemple. La question de la loyauté et de la transparence des plateformes. Donc, c'est un sujet qu'on entend sous plusieurs angles, sous l'angle politique, sous l'angle économique. Et la France a fait le choix de légiférer en la matière, ce qui la distingue d'autres pays, puisque depuis la loi sur une république numérique, le principe de la loyauté des plateformes a été posé. Ce mouvement normatif s'est poursuivi très récemment, avec 3 décrets d'application qui sont sortis le 29 septembre dernier, qui portent sur des sujets bien identifiés, les avis des consommateurs, les obligations d'information mises à la charge de certains opérateurs de plateformes numériques sur les conditions du référencement, du classement et du déréférencement des contenus, ou encore le seuil de connexion à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne devront élaborer et diffuser des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs. Donc vous le voyez, sur certains sujets, la France a fait le choix d'une régulation des plateformes ciblées sur certains principes, sur certains aspects, comme la protection de la transparence pour le consommateur. Donc, au sein de ce foisonnement de questions relatives aux plateformes, aux big data ou aux algorithmes, il nous paraît nécessaire de clarifier le débat du point de vue de la concurrence et d'essayer de pointer les réponses qui peuvent aujourd'hui être apportées. Le but de cette matinée est de faire un état des lieux, de pointer sur certains sujets les réponses dont nous disposons aujourd'hui, les données acquises, et peut-être de pointer les débats qui restent ouverts et donc auxquels nous n'apporterons pas une réponse définitive aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse à ces questions du point de vue de la concurrence, il y a en réalité des fondements assez anciens à ces problématiques, du point de vue de la théorie économique tout d'abord. Donc, lorsque l'on parle de plateformes et d'effets de réseau, on parle de phénomènes qui sont très anciens, puisque les effets de réseau directs ou indirects, la notion de service gratuit pour l'utilisateur qui sont rémunérés sur une autre phase du marché est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On cite souvent l'exemple des réseaux téléphoniques ou de la publicité par voie de presse. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la massification des effets que l'on constate, la rapidité de constitution des effets de réseau, le volume de capitalisation de certains acteurs qui change la donne, et la perception que des acteurs peuvent acquérir très vite des positions fortes, apparaître comme un instant donné difficilement contestable et même, selon certains, comme excluant toute possibilité de concurrence de nouveaux entrants et comme finalement ayant des positions qui ne sont plus réellement contestables par les autres. Alors, si tel était le cas et si la concurrence était niée, il faudrait bien sûr sonner la mobilisation générale en tant qu'autorité de concurrence. Donc, il est légitime que ces débats soient regardés de très près par nous-mêmes et par les autorités compétentes en la matière. Alors, la puissance des acteurs que j'évoquais, la rapidité dans l'acquisition de places fortes, la transformation des modèles économiques que peuvent induire des entreprises comme Uber, Airbnb ou Booking, a conduit à un débat qui est spécifique aux autorités de concurrence. Est-il possible de contrôler ces acteurs? Serait-il devenu incontrôlable? Faut-il inventer de nouveaux outils, de nouvelles normes de régulation? Faut-il même entreprendre de démanteler autoritairement certains acteurs en constatant que les outils traditionnels seraient impuissants ou dépassés? Ce débat n'est pas limité à la concurrence, je vous l'ai dit. On l'entend aussi sur un plan sociétal, politique, le débat que vous connaissez sur une récente campagne électorale américaine.
Il prend même parfois une connotation existentielle lorsqu'on se demande si l'intelligence artificielle va supplanter l'homme ou reléguer l'Europe dans une position subalterne, comme on peut l'entendre dire de certains experts. Alors, ce débat est intéressant. Je crois qu'il est légitime de le poser. Il me paraît trop tôt, pourtant, pour affirmer que la seule réponse, l'issue inéluctable de ce débat, doit être un démantèlement, à l'initiative des États ou des autorités publiques, de certains acteurs qui seraient identifiés comme surpuissants, ou encore considérer qu'il est aujourd'hui indispensable de mettre en place des dispositifs comme un accès au réseau ou des facilités essentielles pour telle ou telle plateforme. En revanche, réfléchir sur de tels scénarios, sur la façon dont ils pourraient être conçus, justifiés et mis en place, peut être utile pour tester les avantages et les inconvénients de ces solutions. Je crois qu'il faut aujourd'hui reconnaître que des réglementations sectorielles ou animées par un intérêt public ont fait la preuve de leur pertinence. Je citerai la protection du consommateur dans l'univers numérique, les outils de protection du droit à la vie privée des données personnelles qui vont acquérir une envergure supplémentaire au niveau européen avec le RGPD. Et lors de notre troisième table ronde de cette matinée, nous examinerons notamment comment ces politiques publiques s'adaptent pour traiter les nouveaux défis, tout en regardant aussi comment la politique de concurrence intègre des éléments plus nouveaux pour elle, que sont notamment la protection de la vie privée. Et je songe à des décisions de référence que sont les décisions Facebook, WhatsApp et Microsoft LinkedIn en matière de contrôle des concentrations, s'agissant des décisions de la Commission européenne. Donc dans cette table ronde, nous réfléchirons aux nouveaux outils qui nous apparaissent pertinents en la matière et à la façon dont les régulateurs peuvent avoir des approches croisées en la matière pour intervenir de façon conjointe ou complémentaire. Je voudrais pour ma part, pour introduire cette matinée, essayer de proposer quelques éléments de réponse à une question qui nous est posée. Est-ce que les autorités de concurrence auraient perdu la partie et seraient définitivement hors jeu, comme le soutiennent certains commentateurs ? Alors je crois qu'il faut aujourd'hui reconnaître que les autorités sont en train de s'adapter aux défis numériques et qu'elles ont des moyens d'action puissants. Donc je réfute l'idée qu'il y aurait une forme d'impuissance, une zone de non-droit, dès lors que ces autorités ont bien la volonté d'agir. Alors je crois au préalable que les institutions publiques face au sujet que nous allons aborder ce matin ont un devoir d'adaptation. De même que les entreprises sont soumises à la loi du marché et doivent réinventer leur modèle sous peine de disparaître. On voit par exemple ce qu'a fait la Redoute qui il y a quelques années avait un catalogue papier et aujourd'hui fonctionne entièrement sous voie numérique. Les autorités publiques, et notamment celles en prise avec la vie économique, doivent aussi adapter leurs outils et leurs modes d'action. Elles peuvent le faire dès lors qu'on leur en donne les moyens humains, juridiques, financiers, dès lors qu'elles ont la volonté politique en la matière. Mais je crois qu'il y a certains moments historiques qu'il ne faut pas rater, car des combats perdus sont difficiles à surmonter ensuite. Je prendrai le sujet de la protection des droits d'auteur sur Internet, qui a beaucoup animé le débat il y a quelques années avec la création de l'Hadopi. Et on constate aujourd'hui qu'une génération a pris l'habitude de voir des films et des séries gratuitement sur Internet et qu'il est ensuite très difficile de revenir à un mode de rémunération par abonnement ou autre dès lors que cette habitude de gratuité a été ancrée dans les pratiques. Alors, s'agissant des outils spécifiques du droit de la concurrence, il est possible d'intégrer dans nos outils classiques la prise en compte des données. On peut aujourd'hui réprimer une infraction commise via un algorithme. On peut aussi interdire la constitution de plateformes dominant un marché par le biais du contrôle des concentrations. Et on dit souvent que les autorités américaines n'interviendraient pas sur ces sujets, mais je vous indiquerai que la FTC, l'une des deux autorités de concurrence américaines, vient de décider de bloquer une fusion entre deux plateformes de jeux en ligne. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois, les outils existent et ils sont mobilisés par les acteurs. Bien plus, on a vu, grâce au changement, je dirais, de priorité donné par la Commission européenne en matière de concurrence, que des outils traditionnels comme celui des aides d'État pouvaient être mobilisés pour traiter de problématiques en lien avec les plateformes et de même des mobilisations innovantes des outils de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Donc sur ces deux sujets, la Commission européenne a su être innovante. Elle a à sa mesure traité le sujet de l'équité fiscale, qui me paraît tout à fait majeur pour un rétablissement d'un terrain de jeu équitable. Et elle l'a fait d'ailleurs à l'égard de plateformes ou d'acteurs numériques comme Apple, mais aussi à l'égard d'entreprises qui ne sont pas dans le secteur numérique.
Je voudrais m'appesantir pour terminer sur la décision Google Shopping de la Commission européenne qui a été beaucoup commentée. Alors cette décision, elle marque à mon sens un tournant. Alors certes, il y avait déjà eu des décisions de concurrence extrêmement importantes et significatives en matière numérique, qu'il s'agisse de décisions de la Commission européenne ou de décisions de l'autorité française, comme la décision Google Navix, la décision qui avait été prise pour la distribution de l'iPhone en France, ou encore notre décision Booking sur les plateformes de réservation hôtelière. Mais la décision Google Shopping me semble permettre à l'ensemble d'entre nous de franchir un palier supplémentaire par d'abord le montant de la sanction, 2,4 milliards d'euros à l'égard d'une entreprise, on ne peut pas dire que ce soit un montant mineur. Aussi car la décision impose une injonction à l'entreprise, elle lui impose de modifier son mode de fonctionnement pour atteindre certains résultats, et donc la décision intervient sur le modèle économique propre de l'entreprise, et cette injonction est assortie d'une astreinte. Donc il y aura une obligation de résultat imposée à Google, qui a d'ailleurs d'ores et déjà fourni des propositions à la Commission en la matière. Le deuxième enseignement de cette décision, c'est que si les principes appliqués sont classiques, la Commission délimite un marché pertinent, celui des services de recherche généralistes. Elle délimite ce marché alors même que ces services offerts au public sont gratuits. Elle identifie une position dominante sur ce marché et elle estime qu'il y a la caractérisation d'un abus. Donc chacune de ces opérations est classique en matière de droit de la concurrence, mais la matière sur laquelle portait l'appréciation de concurrence ne l'était pas. En effet, le marché des recherches généralistes est bien un marché d'un nouveau genre qui est illustratif de notre époque. Nous passons chacun d'entre nous une part considérable de notre temps à faire des recherches sur Google, et ces recherches génèrent une masse de données de comportement de visite qui peuvent ensuite être valorisées pour des montants assez considérables. Ainsi, la déclinaison qu'a opérée la Commission européenne à propos du module Google Shopping n'est qu'une petite partie de la façon dont les données de navigation peuvent être valorisées par les uns et par les autres. Et le thème de notre première table ronde sera notamment de faire le point sur la question des données sur un plan concurrentiel et la façon dont elles sont utilisées par les entreprises et peuvent être analysées sous l'angle concurrentiel. Enfin, dernier élément de cette décision Google, l'abus de position dominante résulte, selon la Commission, du positionnement et de l'affichage plus favorable du comparateur de prix de Google dans les pages de résultats de son moteur de recherche généraliste. Donc finalement, toute cette décision et cette sanction de 2,4 milliards d'euros, elle part de quelque chose de très concret. Elle se situe au cœur de la page web, au cœur des pratiques de l'internaute, que la décision décortique assez finement, notamment le fait que personne ne va regarder les résultats en 4e page, sauf pour des recherches très spécifiques. Et le comportement qui est considéré comme infractionnel est intrinsèquement lié à la façon dont l'opérateur Google avait structuré son service numérique. C'est notamment au vu de la façon dont les pages de résultats apparaissaient, au vu de l'analyse du fonctionnement des algorithmes qui étaient utilisés par Google, que la Commission arrive à sa conclusion. Et elle le fait d'ailleurs sans avoir besoin de décortiquer l'algorithme sur un plan mathématique, mais uniquement en se fondant sur les effets de ces algorithmes. Alors certes, cette décision a mis un certain temps à aboutir, il ne faut pas se le dissimuler, mais est-ce pour autant l'essentiel? Est-ce le signe d'une incapacité structurelle des autorités publiques à saisir les enjeux numériques? Je ne le crois pas. Je crois qu'une bonne décision, même prise après un certain temps, reste bonne. Surtout, une fois ces principes posés, il sera beaucoup plus facile de les appliquer et de les décliner dans d'autres décisions. Ainsi, de même qu'il a fallu une certaine période d'adaptation pour que les sanctions en matière de concurrence soient suffisamment dissuasives, une évolution qui n'est pas encore achevée d'ailleurs dans certains pays, il faut un temps d'adaptation pour que les autorités de concurrence puissent effectivement accélérer leur prise de décision pour atteindre des délais de décision qui soient plus en relation avec le temps économique. Il faut que les autorités de concurrence puissent instruire plus vite ce type de cas complexe, mais cela ne pourra jamais se faire en quelques mois ou en quelques semaines. Je crois qu'il faut aujourd'hui trouver le juste dosage entre une procédure plus efficiente pour l'ensemble des autorités publiques et le maintien des garanties fondamentales de procédure. Je crois que sur ce point, la réflexion partagée entre les autorités de concurrence va permettre aujourd'hui des améliorations des procédures qui vont encore renforcer notre efficacité collective. Et de ce point de vue, le fonctionnement en réseau des autorités de concurrence, donc la réalité et l'existence d'un réseau mondial à travers des forums que sont l'ICN, le réseau international de concurrence, l'OCDE, la CNUSED, le réseau européen qui est le modèle en la matière, nous permet d'avoir une efficacité démultipliée.
Donc pour conclure sur la stratégie de l'autorité de concurrence face aux défis du numérique et l'esprit dans lequel nous avons préparé cette réunion de ce matin, je crois que les autorités ont le devoir de consacrer une part importante de leur action à la veille et au décryptage sur ces évolutions nouvelles de l'économie, en partant toujours des pratiques des entreprises. Notre métier doit nous conduire à bien connaître les pratiques des entreprises et nous allons entendre ce matin des représentants d'entreprises qui vont nous décrire très concrètement comment ils utilisent les algorithmes et les données au cœur de leur stratégie d'entreprise. Nous devons aussi faire des investissements en matière de connaissances pour bien connaître les développements de l'utilisation de l'intelligence artificielle, maîtriser la problématique des données, peut-être aussi élargir notre champ de vision à d'autres domaines qui peuvent être en lien avec les sciences dures ou la sociologie, car cela peut influer sur la façon dont le consommateur, demain, réagira à des pratiques telles que les prix personnalisés ou l'absence de transparence dans la fixation des prix, qui sera une problématique envisagée par la deuxième table ronde. Il faut ensuite que nous nous livrions à des exercices d'analyse conceptuelle très en amont. C'est ce que nous avions fait en 2014 avec l'autorité britannique sur les écosystèmes ouverts et fermés et en 2016 avec l'autorité allemande sur le big data dans une étude qui a ensuite été utile à d'autres autorités de concurrence. Enfin, il faut regarder de plus près les secteurs qui évoluent le plus vite et qui sont soumis aux plus grandes transformations. C'est ce que nous avons fait cette année avec notre étude sur la publicité en ligne qui se concentre sur ce qu'il y a de plus nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire les publicités affichées et l'utilisation des données pour cibler les publicités qui sont envoyées à l'internaute. Alors, en conclusion, avant de penser réinventer aujourd'hui un nouveau Sherman Act pour mettre à bas les nouveaux trusts que seraient les plateformes ou programmer leur démantèlement, je crois que nous devons d'abord utiliser pleinement les pouvoirs dont nous disposons. Il ne faut pas être freiné par la taille des acteurs, la rapidité des évolutions ou la spécificité du cadre technologique. Un abus de position dominante sur Internet reste un abus. Et à cet égard, les dispositions qui ont été prises pour renforcer la transparence des plateformes pourront aussi avoir un effet positif sur l'effectivité du jeu concurrentiel. Ce qui montre ce que j'essayais de démontrer, que les régulations sous divers angles peuvent s'avérer complémentaires. Quant à se donner des outils demain pour intervenir de façon plus forte sur une position dominante ou imposer des modifications structurelles ou comportementales hors de toute qualification d'abus, cela constituerait un pas majeur qui doit être appuyé sur des considérations solides et identifiées. On a pu connaître par le passé ces processus de modification structurelle. Je pense à ce qui a été fait aux États-Unis sur la dissociation des opérateurs de télécommunications, ou plus récemment au Royaume-Uni lorsque l'autorité britannique a imposé la séparation en trois des aéroports londoniens car leur monopole nuisait au marché. Mais avant d'aller en ce sens, il faut que la nécessité de ces évolutions soit démontrée. Alors je vous remercie et nous allons maintenant entendre le ministre par voie numérique et je remercie également l'ensemble des participants à cette matinée.